Ok, on va parler d'un sujet un peu marrant qui sont les red flags. Et pourquoi est-ce que j'aime bien ce sujet? Parce que, de un, j'ai de l'expérience dans le dating. Et la deuxième chose, c'est parce que je côtoie énormément de femmes. Je fais des suivis avec des femmes qui sont tant mariées que célibataires. Et je pense qu'en tant que femme qui est aussi en relation, ce podcast peut complètement t'intéresser et même te renvoyer à certaines de tes expériences. Et tu pourras aussi me donner ton avis sur comment tu comprend aussi les red flags dans notre société. Ce red flag, ce fameux signal qui dit qu'en fait, ouh, il y a quelque chose qui est pas très bon et qui va pas me convenir dans cette relation. Donc, je vais pas parler de red flag en mode qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire. Je vais pas être là pour te dire ça, tu aurais dû faire attention et pas ça. Parce qu'en fait, un red flag, c'est très différent de personne en personne en fonction de son vécu, en fonction aussi de ses valeurs, de ce qu'on a envie vraiment pour soi. Et j'ai envie de faire la différence entre un vrai red flag et un faux red flag. Je m'explique. Typiquement, j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent, tu vois, par exemple, pour moi, Fanny, un red flag, c'est si le gars, il a 10 ans de plus ou 10 ans de moins que moi, par exemple. Et pour moi, ça, c'est pas un bon red flag, par exemple. Un bon red flag, ce serait quelqu'un qui, quand tu racontes une histoire qui est très touchante pour toi et que l'autre rigole ou ne fait pas attention à toi, là, pour moi, ça serait un très gros red flag. Parce que si tu es quelqu'un qui a besoin de soutien et d'être entendu et d'avoir un partenaire de vie, eh bien ça, potentiellement, ça risque de poser problème. Après, j'ai aussi envie de dire, on a le droit de ne pas regarder les red flags, ça m'arrive d'ailleurs, et j'essaye, je persiste, et finalement, le red flag me vient droit contre à la tronche, et je savais que potentiellement c'était pas une bonne idée, mais je suis quand même allée parce que attirance physique, parce que si et ça. Donc je suis pas en train de dire aussi non plus, si vous allez alors qu'il y a un red flag, ça va pas, ou les red flags, c'est la vie. Je suis juste en train de dire, soyez consciente en fait des red flags qui vont vous amener dans des situations où vous n'avez pas forcément envie d'être. Et quand vous le faites, faites-le en conscience avec toujours ce red flag en tête. J'avais lu un truc hyper passionnant et je sais plus où je l'ai retrouvé, ou je sais plus comment c'était, mais j'avais lu un truc, je sais pas si c'est un réel qui a passé une fois sur Insta. Et en fait, quand il est passé, je me suis dit, ah ouais, putain, mais c'est exactement ça. Le réel disait simplement, en fait, ton premier red flag ou le gros red flag que tu as eu dès le moment tes premiers dates, en fait, de ta relation, en fait, c'est le red flag qui va te poursuivre pour le reste de ta relation. Et c'est pour ça que c'est important. Et si tu fais vraiment l'analyse, moi, je me rappelle de certains des red flags des premiers rendez-vous, je m'étais dit, ouais, ouais, bon, ok, d'accord, mais c'est pas grave. Finalement, c'est ça qui m'a collé au cul pour le reste de ma relation. Par exemple, un des red flags, bon, pour moi, ça, c'est un truc que je ferai plus parce que j'en ai fait l'expérience et peut-être quelqu'un d'autre en fera une autre expérience. Et ça ne veut pas dire que c'est un red flag, mais pour moi, c'en est devenu un en termes de valeur. Mais ce que j'avais fait régulièrement, c'est de mettre avec des gars qui n'avaient pas forcément déjà habité seuls. Et pourquoi c'est un red flag? Simplement parce que pour moi, ça montrait un manque d'indépendance. Ça manquait un manque aussi de savoir avoir été dans la merde, dans le risque et de se débrouiller tout seul. Et moi, c'est très clairement quelque chose que j'ai fait. J'ai beaucoup plus de facilité à être un peu en stress, par exemple en fin du mois. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je peux être indépendante. Alors, je dis pas que je rigole tous les jours, parfois je pleure, mais en fait, le fait d'avoir compris que même dans des situations très compliquées financièrement, parce que j'avais 19 ans, que je payais mes propres études, que je travaillais dans des bars et des cafés pour payer et mes études et ma nourriture et mon loyer et mes assurances, ainsi que mon abonnement de train à 3600 francs par année, eh bien là, ça m'a fait me rendre compte à quel point, oui, en fait, on peut toujours se débrouiller. Alors, je dis pas, j'ai toujours des stress et je fais des petits épisodes de post-traumatique, mais au final, en fait, j'ai beaucoup plus de recul sur ce genre d'expérience, là où les autres l'ont pas forcément et ont des comportements finalement qui sont pas très en adéquation avec qui je suis. Et voilà. Et donc ça a poursuivi mes diverses relations, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Et dans un truc où moi j'étais beaucoup plus sur le moment, très encline à faire certains choix ou alors à traiter aussi simplement les affaires de la vie de manière beaucoup plus légère parce que forcément je l'avais déjà fait et je me posais plus les mêmes questions et en fait
tout ça a amené des gros gaps dans ma relation. Et c'est pas pour dire que je faisais juste ou que l'autre faisait faux. C'est juste pour dire, en fait, on n'avait pas du tout la même manière de faire et pas la même conception des rôles. Parce que moi, forcément, mon rôle, c'était un rôle de femme très indépendante et que potentiellement, ces gars-là, ils avaient été dans un foyer où ils ne devaient pas tout gérer. Donc, le côté indépendant que j'attendais de ces personnes n'y était pas. Et encore une fois, c'est pas pour dire que c'est pas des personnes indépendantes, c'est juste pour dire qu'en termes de valeurs et en termes de se retrouver avec soi et en termes de gérer seul ce genre de situation, en fait, on ne se retrouvait pas. Et c'est fine, et c'est pas pour dire que quelqu'un a tort, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un red flag. Alors après, j'ai 37 balais, tu me diras, si je trouve des gars qui sont encore chez leurs parents, ça se pourrait, mais c'est plus rare. Heureusement pour moi, c'est un peu plus rare. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que ça, pour moi, c'était plus un red flag. Et les red flags aussi, ça ne devrait pas être des critères. Par exemple, je m'explique, il y a aussi un truc que je me rends compte dans mes expériences en dating life, c'est que moi, j'ai des gros critères très stupides, d'ordre très physique, par exemple. Voilà, j'aime un certain type de mec avec un certain type de physique, etc. Puis en fait, je me suis posé la question de pourquoi. Et est-ce que, alors c'est pas des red flags, c'est des critères, mais du coup, ça devient un peu des red flags si la personne ne correspond pas à ces critères et donc je manque des occasions de peut-être rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais passer un bon moment, une expérience, une relation, que sais-je. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ces critères étaient très importants pour moi plutôt que de laisser parler quelque chose d'un petit peu plus instinctif, j'ai envie de dire, déjà, et de deux, peut-être hors norme, et puis qui pourrait aussi me convenir. Typiquement, et en fait, j'ai fait le lien avec le fait, par exemple, que j'ai besoin de quelqu'un qui est assez baraque. Voilà, je regarde souvent les gros bras. Voilà, ça, c'est ça mon truc. J'adore les gros bras. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aime les gros bras? Alors, au-delà du fait que, bah, malgré moi, en fait, de manière très charnelle, comme ça, je trouve que c'est très beau, un beau bras. Un gros bras, je sens ce côté de protection. Donc, je me dis, ah, c'est peut-être la valeur de la protection. Et aussi, c'est le côté fitness. Donc, je me suis rendu compte que oui, les gars qui font du fitness, potentiellement, ça m'intéresse, mais je ne parle pas du fitness forcément en salle, mais qui sont très sportifs. Et je me suis posé la question un peu plus loin de ça, c'est est-ce que vraiment c'est une question de fitness? Est-ce que c'est vraiment une question de gros bras? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui est déconditionné. Et là, je me suis dit, mais tiens, ça c'est hyper, hyper superficiel de ma part. Et en même temps, j'ai fait un peu le tri et je me suis dit, mais en réalité, il y a des personnes qui potentiellement n'ont pas des énormes bras, mais m'attirent quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment juste une question d'avoir du bide ou pas? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une question de lifestyle. En fait, en ouvrant mes horizons sur le type de garçon que je regarde ou qui m'attire, j'essaye de vraiment me dire, plus en termes de lifestyle, est-ce que ça me correspond? Heu, oui, si la personne a du ventre et est déconditionnée, me conviendra pas du tout. Je suis une pelle électrique, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin d'être active, j'ai besoin d'aller à l'aventure, j'ai besoin de, oui, aimer ce que je mange, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui fait attention à son esthétique d'une manière ou d'une autre et qui fait attention à sa santé d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ça, c'est assez symptomatique, chez un homme de, est-ce qu'on aura les mêmes intérêts? En fait, c'est aussi ça. Donc oui, il y a un caractère très superficiel et mea culpa, mais c'est comme ça. Et il y a un autre côté où je me suis vraiment posé la question, mais à quel point en fait ça peut être du lifestyle et ça peut être du lifestyle dans du sport qui n'est pas forcément le traditionnel fitness typiquement. Donc ça aussi c'est intéressant. Après j'écoute aussi énormément de femmes en suivi qui me disent voilà typiquement moi j'aurais envie d'un homme ambitieux qui a un bon travail, etc. Et là je me suis rendu compte aussi que les red flags on les matérialise dans quelque chose qui est très superficiel et entendu par la société, mais pas nécessairement par la vraie valeur. Donc, je m'explique. Typiquement, si on me dit, voilà, Fanny, moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un d'ambitieux. Alors, moi, je comprends ça très bien parce que moi aussi, j'aime bien l'ambition. Parce que pour moi, c'est synonyme de quelqu'un qui va vraiment se poser des questions, vouloir aller de l'avant, va vouloir une bonne position, enfin, d'être heureux pour lui-même. En fait, pour moi, c'est ça l'ambition et qui va mettre en place des choses pour être bien dans sa vie. Pour moi, le côté d'avoir un bon job, ça peut être de l'ambition, mais pour moi, ça devient gentiment plus du tout de l'ambition, ça devient plus un caractère social, un truc normé qui permet de dire j'ai de l'ambition, mais qui n'en est pas vraiment. Typiquement, j'ai un très très bon ami qui est directeur dans une très très grosse boîte et lui, alors il est ambitieux parce que forcément il est directeur, mais pas seulement, il est très ambitieux aussi dans sa famille, dans son cercle d'amis.
Et il me dit: «Ben, en fait, je me rends compte que beaucoup de ma génération, donc 30-40, je dirais, ben, ils sont ambitieux dans leur travail, mais ils sont pas ambitieux et pour l'ego, en fait, mais pas vraiment ambitieux pour eux-mêmes». Et puis j'ai dit: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, puis le problème avec ça, c'est que ces gars, ils ont mis beaucoup d'énergie dans leur, carrière, que finalement, ils se rendent compte que, ben, certains d'entre eux ont eu le poste qu'ils voulaient et encore, et puis qu'en fait, ben, la course à l'ambition s'arrête gentiment à la quarantaine justement, parce que, ben, il n'y a pas 150 places pour les directeurs et puis que, ben, d'être cadre, en fait, ça s'arrête là». Puis en fait, il y a une sorte de fatalité et que souvent ces gars ont mis de côté leurs relations, leur famille et se retrouvent un petit peu seuls et malheureux avec eux-mêmes, avec leurs émotions, avec leurs relations et possiblement même séparés ou séparés avec des enfants, à savoir que dans une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, la population de personnes la plus malheureuse, c'est quand même les hommes célibataires, oui exactement, les hommes célibataires. Que les hommes heureux sont souvent des hommes qui sont en couple. Pourquoi? Ben parce que forcément, nous, femmes, on s'occupe du foyer et du couple et de la charge émotionnelle. D'ailleurs, les femmes les plus heureuses sont celles qui sont célibataires parce qu'elles n'ont pas besoin de s'occuper des autres, elles n'ont qu'à s'occuper d'elles-mêmes. Donc c'est assez marrant de prendre ce constat-là et de se dire, bah, en fait, ok, un homme ambitieux, mais ambitieux sur quoi? Sur quel domaine? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui amener? Ça va lui amener juste de la fame, un statut, quelque chose qui va être joli à présenter, à regarder? Ou alors c'est quelqu'un qui est ambitieux dans j'ai envie d'apprendre parce que moi je suis quelqu'un de curieux et j'ai besoin de ça pour me nourrir. C'est très différent. Très, très différent. Ou c'est quelqu'un d'ambitieux dans la quête à être bien avec soi-même. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait, je sais pas, des thérapies? Est-ce que il lit des livres? Il écoute des podcasts? Il se remet en question? Il se demande pourquoi est-ce que ça s'est pas bien passé avec sa dernière copine? Est-ce qu'il est en train de la blâmer ou est-ce qu'il est en train de se rendre compte et prendre ses responsabilités? Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment une nuance là-dedans à laquelle il faut faire très attention parce que le danger de se planter est vraiment fort. Donc, la question que j'aurais envie de te dire, c'est quelles sont tes vraies valeurs, que tu sois en couple ou pas? Est-ce que c'est vraiment des choses qui t'intéressent, par exemple l'ambition d'être au mieux pour soi dans sa vie et de se créer sa meilleure vie? Est-ce que ton ambition, c'est d'être avec quelqu'un qui est juste beau et qui est là dans les bons moments et qui finalement n'a pas le soutien émotionnel? Et c'est complètement fine, ça aussi, il faut que je le dénonce, hein. C'est quand, dès le moment où on a la sensation que la personne va devoir combler tous nos besoins et que dès le moment où elle ne le fait pas ou qu'elle remplit pas tous les critères, ben c'est un non. Enfin, pour moi, ça aussi, c'est mort parce que c'est trop de pression de demander à quelqu'un de remplir tous les critères d'un partenaire, parce que ça, c'est encore une fois que dans les livres et les Disney et les séries des années 90, mais c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, choisissez un partenaire, il aura des défauts, ça sera peut-être un 80-20, un 80-20, et dites-vous quels sont les critères qui sont le plus importants pour moi et comment est-ce qu'ils peuvent se manifester au-delà de sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils montrent et dans leur discours par rapport à leurs expériences passées. Vraiment, je pense que c'est hyper important. Les beaux discours, donner des compliments, tout ça, c'est facile, ça charme, etc. Mais vraiment en fait, vous positionner en enquêtrice et pas interrogatrice, parce que pour moi, c'est pas vraiment un interrogatoire, mais c'est vraiment d'être curieuse de l'autre et de vraiment savoir est-ce que ben, ça, c'est des choses qui peuvent durer ou pas, dans la mesure où on cherche une relation qui dure, ou alors ben, juste faire attention quand on est dans quelque chose de léger, et puis que tout d'un coup on commence à voir qu'on s'emballe, mais pourquoi est-ce que je m'emballe vraiment? Et est-ce que le fait qu'il ne me pose pas beaucoup de questions sur ma journée et qu'il s'en fiche un peu, ça me convient? Parce que de toute façon, j'en parle énormément à mes sœurs et à mes copines qui elles sont intéressées, puis ils m'amènent d'autres soutiens ou des bons moments, et en fait, ça me convient. Mais c'est vraiment juste de faire la différence entre vrai red flag, critères et aspect compris, normé de la société. Et aussi, à combien de pourcents et qu'est-ce que j'ai envie de voir chez un mec et qu'est-ce qui va combler pour moi comme, pas combler comme besoin, parce qu'on aimerait que, idéalement, dans un monde fantastique, que la personne ne comble pas de besoin, mais m'amène en plus, que je n'ai pas forcément, mais qui vient pas réparer quelque chose chez moi non plus. Ça, c'est hyper important et c'est très fréquent. Mais c'est vrai que du coup, quand tu changes ta perception de la relation, du coup, ben, quand la personne a ses traits de caractère, tu n'essayes pas de les changer pour qu'ils conviennent à toi, tu essaies juste de les comprendre et de décider s'ils te conviennent ou pas, et donc de faire des choix en conséquence. Donc voilà, c'est un gros sujet. Euh,
j'ai voulu le commencer ici avec ces fameux red flags dont on peut parler par rapport à ces critères physiques. Et vraiment, je t'invite à faire la différence entre un vrai critère physique, un vrai critère, un aspect sociétal et pourquoi il est important pour toi. Et en fait, qu'est-ce qu'il cache vraiment comme valeur. Je pense que c'est super important. Et je pense que ça t'aidera aussi beaucoup dans le dating life ou même dans la situation dans laquelle tu es. Potentiellement que tu es avec quelqu'un qui ne partage pas du tout les mêmes valeurs et c'est OK, regarde-moi, à bientôt 38 ans, je fais d'autres essais et c'est fine. Ou alors, je décide d'avoir une relation plus légère pendant quelques temps et ça aussi, c'est tout à fait OK. Tout le monde ne doit pas convenir et ne doit pas être le potentiel amour de sa vie, bien qu'on ait été élevé à ce genre de sauce, mais c'est pas forcément obligé d'être le cas pour toi. Donc voilà, je voulais juste amener un peu de légèreté, mais aussi un peu de sens à ces red flags. Et bien sûr qu'on pourra éventuellement, dans un autre podcast, discuter des vrais gros red flags, parce qu'il y en a qui sont très, 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 très gros et qui peuvent potentiellement te faire du mal. Mais je voulais parler de ceux qui étaient un peu plus de surface et surtout qui correspondent plus à quelque chose qui répond à tes valeurs. Voilà. Allez, à plus pour un prochain podcast. Ciao.